EISA, la plus prestigieuse école de qualité distinguée premier prix excellence de la qualité CEDEAO. Plus besoin d'aller étudier en Europe, aux États-Unis ou au Canada. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 vous offre des formations de qualité. EISA, c'est plus de 80% des diplômes opérationnels, licence et master accrédités CAMES. Nous pouvons avoir des mêmes formations que nous avons en Europe, nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions, avec bien sûr en surcoût quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponible à l'EISA. Possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles. 50% de réduction des frais d'inscription. Site web www.eisatogo.com. EISA, le label des diplômes de qualité. « 4503 nouvelles entreprises ont été créées au Togo, rien que pour le compte du premier trimestre des chiffres directement sortis du Centre de formalité des entreprises CFE, mais ce qui constitue quelque part une baisse de régime de 3% par rapport à la même période l'année dernière. Je parle de l'année 2023, bien évidemment, mais très souvent on nous annonce des chiffres un peu gonflants par rapport au nombre d'entreprises qui sont créées, mais combien parmi ces entreprises-là arrivent véritablement à survivre? Quel est le chiffre exact de celles qui ferment véritablement? Est-ce qu'il y a des entreprises ou des entrepreneurs qui réussissent au Togo, les questions de privatisation, etc. Voilà un peu tout ce qui va meubler l'émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai avec moi un médecin des entreprises. Je l'appelle médecin des entreprises parce que le 18 janvier dernier, il a lancé l'hôpital des entreprises, une première ici au Togo, dont il est le directeur. Je parle de Pascal Abouvé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le médecin des entreprises, donc on va prendre la température, la santé des entreprises togolaises pour voir si ça va ou si ça ne va pas. Et tout de suite, ma première question pour vous, c'est que nous apprenons chaque fois, le CFE ne manque pas de communiquer sur le nombre des entreprises qui sont créées, mais jamais on n'a pas les retours sur celles qui ferment. Les chiffres sont pas disponibles. Comment est-ce que vous comprenez cette situation? Bien, merci beaucoup. Vous savez que la dynamique constatée ces dernières années en matière de création d'entreprises se justifie par le fait que le gouvernement essaie de créer les conditions pour promouvoir le secteur privé, pour pouvoir créer de la richesse et créer de l'emploi. Donc, on assiste évidemment, effectivement, à l'augmentation du nombre d'entreprises enregistrées au niveau du CFE. Certaines entreprises ne sont pas forcément enregistrées au CFE, ne sont pas forcément de nouvelles entreprises parce que beaucoup évoluent dans le secteur informel. Donc, avec la sensibilisation et puis les mesures d'accompagnement, beaucoup commencent par se formaliser. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi de nouvelles initiatives carrément qu'on enregistre au niveau de ce centre-là. Et donc, ces acteurs voudraient aussi apporter leur contribution au développement du pays à travers ces mécanismes, à travers la création d'entreprises. Mais comme vous le dites, une fois que les entreprises sont créées, il n'y a pas un mécanisme de suivi pour pouvoir mesurer un peu les indicateurs de succès de ces entreprises-là. Est-ce qu'il y en a pas ou bien on ne communique pas là-dessus? Non, il y en a pas. Il y en a pas véritablement. C'est-à-dire que quand vous allez au centre de formation d'entreprise, le nombre d'entreprises créées, combien sont en activité sur le terrain? Normalement, il devait y avoir d'autres structures d'accompagnement. Pour accompagner ces entreprises-là et essayer de mesurer un peu les indicateurs de succès. C'est un élément très important parce que d'autres même font les formalités mais ne sont pas opérationnels. Et ça aussi, c'est du fait que on voit qu'il y a des acteurs qui veulent gagner des marchés. Il y a des gens souvent qui créent l'entreprise dans le juste un grand marché, mais voilà, l'entreprise n'existe pas physiquement comme ça. Mais ils ont tous les papiers pour gagner de leur marché, des marchés. Donc, il y a ça aussi, mais d'autres, c'est le fait que, après la formalité, ils s'installent, mais ils n'arrivent pas à résister, donc ils meurent. Donc, il faudrait que nous puissions suivre ces entreprises-là pour connaître les vraies causes, et c'est ce qui nous a conduit vraiment à prendre des initiatives pour vraiment accompagner la dynamique. Et en créant l'hôpital des entreprises. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir suivre, est-ce que l'OTR ne peut quelque part pas permettre de pouvoir suivre la viabilité de ces entreprises? Parce qu'au moins, si les entreprises créées fonctionnent, quand ça paye des impôts, quand il y a de ces mouvements, on peut au moins en avoir une idée, non?
Est-ce que c'est une priorité des décideurs? L'OTE, en tant que régie nationale des recettes de l'État, se contente plus de la perception des taxes et impôts, mais pas de suivi en tant que tel. Autre chose qu'il faut noter en passant, c'est que la plupart des gens aussi oublient que même après d'avoir fait les formalités au CFE, il faut aller maintenant à l'OTE même pour s'enregistrer. Ce n'est pas automatique. C'est que quand après les formalités du CFE, vous devez vous rendre à l'OTE pour faire les formalités là-bas, surtout votre division, la division de l'OTE qui est dans votre qui est de votre ressort territorial, là où se trouve votre siège, pour faire connaître votre entreprise. Mais comme je le dis, l'OTE n'a pas pour mission d'accompagner techniquement les entreprises. L'OTE est là pour percevoir l'État, ce qui fait que on ne sait pas si vraiment les entreprises sont en bonne santé ou pas. L'essentiel est que ces entreprises paient. Et même dans le mécanisme de l'État, même quand on fait de faillite, même l'OTE va percevoir toujours des impôts. Justement. Il y a les IMF et puis la patente qu'on doit payer. Oui, mais souvent on dit que la plupart des entreprises qui sont créées meurent avant l'âge de 3 ans. Pourquoi? Comment est-ce qu'on explique ce phénomène? Bon, il faut d'abord quand même noter dans notre contexte que la plupart des gens se lancent dans les entreprises sans maîtriser forcément tous les rouages devant garantir le succès de leur entreprise. Il ne suffit pas seulement de dire je sais faire une activité ou bien j'ai la capacité d'offrir un service, donc je vais créer une entreprise. Vous savez offrir un service ou bien proposer un produit sur le marché, mais n'oubliez pas que votre entreprise créée est régie par la loi, il y a une réglementation et donc vous créez ça dans un cadre où il y a des exigences, dans l'environnement des exigences. Donc, certains font les formalités de création d'entreprise, ils démarrent les activités, mais ils ignorent certaines réalités. Par exemple, il y a des mesures administratives, des mesures fiscales, des mesures sociales que vous devez gérer. Même l'exploitation de votre entreprise. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas le pilotage de leur entreprise, c'est-à-dire le management. OK? Et donc, quand vous créez votre entreprise et que vous n'avez pas la maîtrise de l'exploitation, vous n'avez pas les outils de gestion, vous ne maîtrisez pas la comptabilité, vous n'arrivez pas à bien gérer vos ressources humaines, vous n'arrivez pas à gérer vos finances, vous risquez de faire faillite. Donc, une chose est de créer son entreprise, mais une autre chose est d'avoir les compétences pour pouvoir mieux gérer son entreprise. Donc, la plupart des entrepreneurs que nous voyons sur le terrain, certains n'ont pas certaines qualités et certaines compétences. Gérer les entreprises qu'ils ont. Il y a les qualités pour être un bon entrepreneur et puis les compétences pour gérer son entreprise. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, aujourd'hui, fondamentalement, il faut maintenant qu'on puisse agir sur les valeurs, les qualités des entrepreneurs pour bien préparer les entrepreneurs à devenir des vrais entrepreneurs. Il faut aussi les former dans certains domaines pour maîtriser les procédés, les outils qu'il faut pour pouvoir mieux faire fonctionner l'entreprise. Donc, nous faisons face à ces deux défis-là. Alors, je disais dans l'introduction tout à l'heure que il y a eu 4503 nouvelles entreprises qui ont été créées rien que pour le premier trimestre, mais l'année dernière, c'était un peu plus. Mais cette année, ça fait moins de 3%. Pourquoi les créer de moins en moins d'entreprises? Bon, vous savez que, quand on est dans un secteur, c'est les facteurs de succès qui vont plus motiver les gens. Ou bien, quand les gens formalisent leur entreprise, ils rencontrent des difficultés, d'autres seront réticents, ils vont vouloir toujours continuer à évoluer dans le secteur informel. Donc, voilà les éléments clés. Et comme je le dis, c'est intéressant d'encourager les gens à entreprendre, c'est une très bonne chose, mais le mieux c'est de mettre en place des mécanismes devant assurer leur accompagnement. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes cette dynamique vient d'être enclenchée il n'y a pas longtemps. Il y a cela 20 ans, nous étions toujours accrochés à l'emploi, au fonctionnariat. C'est maintenant que nous sommes en train de changer la donne. Donc il faut des formations très pointues pour préparer psychologiquement et mentalement les citoyens à faire face aux contraintes auxquelles font face un entrepreneur. Il faut aussi également les former sur la science et ce qu'il faut pour maîtriser, pour mieux gérer leur entreprise. Alors qu'est-ce que je veux dire concrètement? Si nous ne les accompagnons pas, alors ce qui va se passer, c'est que l'échec des uns découragerait les autres. Donc c'est ce phénomène auquel on assiste actuellement. L'État a créé plusieurs mécanismes ces dernières années pour favoriser la création d'entreprises, un peu comme on l'avait dit, etc. Il y a, pour encourager justement, j'allais dire, les jeunes entrepreneurs, il y a même 20% qui ont été, entre parenthèses, garantis pour les jeunes entrepreneurs. Je parle des marchés publics. Il y a d'autres initiatives également. Vous allez
même parlé de la NPE et d'autres également. Mais est-ce que cette mesure fonctionne véritablement sur le terrain? Bien, avant de vous parler de cette mesure qui concerne les 20% que le chef d'État a voulu qu'on puisse accorder aux jeunes et femmes entrepreneurs, laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, une chose est de mettre en place des mécanismes pour encourager la création d'entreprises. Mais le problème des entrepreneurs ne se limite pas juste à la création d'entreprises. Le problème se pose au niveau de pilotage d'entreprise. Et c'est là où il y a vraiment déficit. Vous savez, les structures de l'État n'ont pas forcément leur sein des compétents qu'il faut pouvoir accompagner les entreprises. Et c'est pour cette raison que des efforts complémentaires doivent être faits pour vraiment accompagner efficacement les entrepreneurs. Je vous parlais tout à l'heure même des qualités, des valeurs que les entrepreneurs même devaient avoir. On ne se lance pas dans les affaires parce que on veut gagner de l'argent. Mais il faudrait qu'on soit prêt mentalement, physiquement, et puis avoir certaines qualités, certaines habiletés pour pouvoir vraiment réussir son business. Et également, la structure que vous mettez en place, qui est l'entreprise, il faut maîtriser certaines choses pour pouvoir mieux piloter cela. Et donc, oui. Donc, justement, pour revenir un peu sur les mesures que l'État a prises, est-ce que ces mesures fonctionnent? Ben, les mesures que l'État a prises, ben, écoutez, je ne peux pas vous répondre de manière exhaustive ou bien avec précision. Mais ce que je sais, étant donné que j'accompagne les jeunes entrepreneurs et puis les jeunes et femmes entrepreneurs, je sais quand même qu'il y a des déceptions parfois au niveau de la jeunesse parce qu'il y a certains, ils ont formalisé leur entreprise il y a plus de 3 ans, ils n'ont jamais eu assez marché là. Et donc, ils se demandent même qui ont vraiment assez marché. Et là, même nos investigations, nos analyses nous donnent des indices que il y a même des gens bien nantis qui ont créé des entreprises d'écran qui prennent ces marchés-là à la place des jeunes. Et je crois que c'est là où aussi il y a le des gens qui ont suffisamment de moyens. Oui, qui créent des entreprises d'écran. Voilà, ils prennent d'autres personnes, ils mettent devant, mais c'est eux qui prennent encore ces marchés. Et ça, c'est des choses qui se passent aussi, non seulement au Togo. Mais donc, l'État avait pris cette mesure que nous avons beaucoup saluée, mais je ne sais pas si véritablement des garde-fous ont été pris pour vraiment permettre aux jeunes d'avoir assez marché facilement. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire. Il faut créer un mécanisme pour offrir la transparence dans la gestion de ces marchés-là et faire en sorte que les jeunes puissent vraiment être pris en compte. Mais il faut quand même noter que tous les jeunes ne pourront pas avoir accès au marché public. Ça, ce n'est pas évident parce qu'il y a aussi des contraintes et certains sont là, mais ils n'arrivent pas à remplir les conditions. D'autres qui en ont rempli, d'autres qui ont rempli ces conditions-là, n'arrivent pas aussi à céder. Ça veut dire que les responsabilités sont partagées. Lorsque je vous écoute, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a finalement des jeunes entrepreneurs qui réussissent au Togo? Il y en a, mais de manière relative. Bon, on ne peut pas, ça dépend du secteur, puis du cadre dans lequel ils évoluent. Vous savez que, comme je le dis, il y a certains jeunes qui ont le poids politique derrière eux, et donc ils ont accès facilement au financement, ils ont accès au marché. Bon, il y a aussi la politique joue beaucoup dans notre environnement. Oh oui, si vous n'avez pas de certains banques, vous ne pourrez pas avoir certains marchés. Et puis il y a d'autres choses, d'autres facteurs qui interviennent. Donc l'accès au marché devient un peu sérieux au Togo, et donc il faut être dans certains réseaux pour vraiment avoir accès au marché. Donc l'accès au marché est discriminatoire, c'est ça? Pardon? L'accès au marché est discriminatoire. Bon, on le dirait dans une certaine mesure, parce que si vous n'avez pas les bonnes informations, vous n'avez pas les bonnes personnes pour vous donner des informations, vous risquez de ne pas pouvoir avoir accès à ces marchés-là. Et puis il faut avoir des alliances. Et donc tout ça, ça complique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, nous, c'est le parlement qui le dit, que la corruption est à haute dose. Et ça, les institutions de la République le disent. Voilà. Donc s'il y a la corruption, de cette façon-là, il faut savoir comment faire des compromis. Il y a trop de compromissions, vraiment, dans l'attribution des marchés. Et ça, l'État est en train de faire des efforts, mais les individus sont toujours mesquins et les gens font toujours des choses qui n'arrangent pas la jeunesse et les femmes. Il faudrait que l'État puisse toujours continuer à multiplier les efforts de manière à ce que ces jeunes-là puissent avoir accès à ces marchés. Quand vous parlez de corruption, que l'État est au courant, l'État a même créé la Plucia. Plucia, oui. S'il n'y a pas le phénomène, l'État n'allait pas se gêner pour créer ces mécanismes-là. Donc, si ces mécanismes sont créés par les plus hautes autorités du pays, c'est que le phénomène existe et il faut des mesures pour pouvoir endiguer, pour pouvoir corriger cela. Donc, nous encourageons l'État à multiplier les efforts dans ce sens-là pour créer vraiment l'environnement qu'il faut pour l'épanouissement sans discrimination. Encore faudrait-il que
là, plus il y a pu véritablement démarrer ces travaux dans le concret. Bon, écoutez, souvent, nous, on met en place les institutions parfois avec des attributions, mais dans les faits, on remarque que ces institutions n'arrivent pas à accomplir correctement leur mission. C'est dommage pour notre pays. Il faudrait que les autorités prennent quand même ces problèmes-là à bras le corps, agissent de manière efficace pour pouvoir donner satisfaction aux citoyens. Et sinon, mais on serait toujours dans la déception. D'accord. Parlons des grandes entreprises à présent. Nous avons remarqué ces dernières années qu'il y a eu une série, une vague de privatisation. Peut-être que nous n'en avons pas encore fini. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose de privatiser les entreprises chaque fois que elles se retrouvent, les grandes entreprises, les entreprises étatiques se retrouvent en difficulté? Mais cette politique de privatisation dont vous parlez ne fait que confirmer ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est la faiblesse que nous avons au niveau national, que ce soit au niveau des privés, que ce soit au niveau de l'État. Vous savez, dans une économie jeune comme la nôtre, normalement, l'État devait créer des entreprises, l'État devait piloter, on devait prendre le devant de certains secteurs pour pouvoir contrôler l'économie et offrir le maximum d'emplois aux jeunes. Et donc, la privatisation, parfois intervient dans la mesure où peut-être les plus hautes autorités estiment que ces structures appartenant à l'État ne sont mal gérées par les concitoyens qui sont à la commande. Et donc, je me dis, l'endettement. Donc, on se demande pourquoi on maintient toujours les mêmes individus à la tête des structures quand ils n'arrivent pas à bien gérer ces structures-là. La solution, parfois, ce n'est pas forcément la privatisation, mais c'est le changement de personnes et de procédures. Donc voilà. Donc, quand on privatise, c'est une mesure pour l'État de ne pas toujours continuer par perdre, mais plutôt donner la chance aussi au privé de prendre le contrôle de la gestion pour pouvoir vraiment développer le secteur. Mais donc, si si cette privatisation intervient, c'est que l'État a remarqué que, écoutez, lui-même, il a échoué dans la gestion de la chose publique. Et ça, c'est une évidence, parce que l'État a tous les moyens pour pouvoir contrôler, bien gérer cette entreprise. Ici, c'est les citoyens qui sont à la tête de cette entreprise. Et ce qui est étonnant, quand vous mettez un gestionnaire à la tête d'une structure étatique qui n'arrive pas à produire des résultats, il faut le révoquer, il faut le sanctionner. Mais parfois, vous allez voir comprendre les gens à la tête de ces institutions-là, ou de ces structures-là, on les nomme ailleurs. Ça veut dire que même les premiers responsables du pays encouragent la corruption, la mauvaise gestion des affaires publiques. Alors, l'autre volet de la privatisation, c'est que nous voyons que derrière la privatisation, en réalité, ce sont pas des Togolais en soi qui sont derrière, c'est plutôt des agents étrangers. Après, nous constatons cette aberration aussi dans cette politique de privatisation. Est-ce que c'est pas dans l'intention de faire venir l'argent dans le pays? Écoutez, parfois ces étrangers n'apportent pas grand-chose aussi, mais je voudrais quand même rassurer ici que vraiment la privatisation, dans une certaine mesure, peut quand même permettre à l'État d'avoir quand même plus de ressources additionnelles, mais nous aurons souhaité que cela soit fait autrement, parce que aujourd'hui les citoyens ont envie d'investir, et donc pour des sociétés comme ça, le problème en réalité pour ces privatisations, on aurait souhaité faire appel quand même aux investisseurs nationaux. On demandait aux citoyens de participer avec leur épargne, c'est-à-dire que de contribuer à la construction du capital pour pouvoir vraiment pour que ces sociétés appartiennent toujours aux Togolais 100%, pour que nous puissions avoir le contrôle. Mais on ne sait pas pour quelle raison, quand il y a ces genres de privatisation, rapidement on confie ça aux étrangers. Non, si même les Togolais, une personne ou bien quelques-uns n'ont pas les moyens, si on fait appel à l'épargne publique, c'est-à-dire que les Togolais peuvent contribuer petit à petit pour vraiment construire ce capital-là. Donc ça aussi, ça revient aux décideurs de savoir, de nous dire clairement quel est l'objectif. Et comment on compte agir pour préserver la souveraineté de l'État, faire en sorte que notre économie soit contrôlée par les nationaux. Si on continue pas à confier la gestion de nos sociétés, surtout dans les secteurs stratégiques comme la finance et certains secteurs, aux étrangers, à un moment donné, nous serons quand même ces étrangers vont nous dicter les lois, et ceux qui vont contrôler totalement notre économie, ce n'est pas bon. Donc, nous risquons de devenir étrangers dans notre propre pays. Bon, alors, parlant des entreprises qui ont été privatisées jusque-là, ces derniers temps, est-ce que, finalement, elles se portent mieux? Écoutez, je ne suis pas, je ne connaissais pas, je n'interviens pas au niveau de ces grandes entreprises, mais ce que nous pouvons dire, est-ce qu'il y a la transparence? Est-ce que les données sont disponibles? Parce que, où était cette entreprise en termes de chiffres, en termes de rentabilité, de résultats? Et aujourd'hui, quand les privés ont pris ça, est-ce que les données sont là pour pouvoir apprécier? Parce qu'il faut connaître quand même, il faut avoir la situation de départ et puis la situation d'arrivée. Il faut savoir quels sont les indicateurs de progrès. Quand après la gestion de la privatisation,
privatisation de cette société-là? C'est-à-dire que les entreprises étaient où? Les privés l'ont porté où? Et quel est le gain de l'État dans cette privatisation? Est-ce que cela profite plus à l'État? C'est des données qu'on devrait rendre disponibles pour permettre aux citoyens de faire des analyses objectives, de manière impartiale aussi. Donc, nous attendons à ce que nos décideurs nous aident à avoir des précisions sur ces choses-là pour que nous puissions aussi apporter notre contribution à l'amélioration du secteur privé. D'accord. Depuis 2020, le gouvernement togolais a poursuivi sur la voie des réformes en instaurant une série de mesures incitatives, histoire de favoriser le climat des affaires, surtout d'attirer des investisseurs étrangers. Mais est-ce que vous pensez que le Togo est véritablement un terrain fertile qui puisse attirer de grands investisseurs étrangers? Bah, écoutez, je ne suis pas le seul. Toi aussi, tu es Togolais, comme moi, mais je sais, même les Togolais qui créent leur entreprise, est-ce que c'est facile pour eux? Peut-être les étrangers, quand ils viennent, ils ont plus de facilité que nous. C'est ce qui est souvent dommage. Vous allez constater que, on quitte ici les nationaux, on a discuté, on n'arrive pas à les accompagner, on s'en va demander aux étrangers de venir, et quand ils viennent, ils sont parfois, de pouvoir attirer de l'argent. Ils viennent parfois et ils ont plus de facilité que nous. Je vous assure, ils ont parfois plus de facilité que nous. Et donc, je me demande, est-ce que le climat est totalement favorable à la promotion des entreprises? Peut-être plus pour les étrangers, plus pour les entrepreneurs qui sont proches des décideurs, mais pas pour l'ensemble des Togolais. Je crois qu'il y a des efforts supplémentaires à faire. Des efforts ont été faits en matière de création d'entreprises, mais en matière d'accès au marché, en matière d'accompagnement des entreprises, il y a toujours des défis à relever. Des défis à relever, mais quand un étranger veut aller investir dans un pays, quels sont les indicateurs qui lui tiennent à cœur avant d'aller dans ce pays? D'abord, le premier indicateur, c'est la stabilité politique. Est-ce qu'il y a la stabilité politique? Au Togo, on pourrait dire dans une certaine mesure qu'il y a stabilité politique, mais ce n'est pas aussi exact que ça. Vous savez, vous avez vu comment les choses se passent ces derniers moments sur le plan politique. Et tout ça, s'ils n'ont pas une bonne renommée, ça agit sur l'attraction des investisseurs étrangers. Donc, les autorités politiques doivent comprendre cela. Il ne suffit pas seulement d'aller dire aux gens venez investir, mais de loin, ils ont déjà toutes les informations sur notre pays. Donc, nous devons quand même bien nous comporter en essayant de faire en sorte qu'il y ait vraiment une transparence dans la gestion. Il faudrait qu'il y ait plus de dialogue au niveau politique, faire en sorte que les décisions politiques ne créent pas trop de frustration pour pouvoir décourager les investisseurs étrangers. D'accord. Alors, le développement du secteur privé est souvent entravé par une hausse de fiscalité, ce qui fait que bon nombre d'entreprises se plaignent de la hausse de la fiscalité au Togo. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être autrement dans la mesure où on sait clairement si on privatise les entreprises, c'est parce que nous sommes en difficulté financière. Est-ce que l'État peut faire autrement? Après, si ce n'est augmenter les impôts. Bien, ok. Il faut quand même noter qu'aujourd'hui, l'État compte plus sur les ressources domestiques, ressources financières domestiques, à travers la mobilisation des recettes fiscales et douanières, pour pouvoir vraiment équilibrer le budget et pour payer aussi nos dettes vis-à-vis des institutions financières internationales. C'est une très bonne chose, mais il faut quand même noter que trop d'impôts tue l'impôt. Et donc, l'État réduit la possibilité de réduire des impôts pour permettre à beaucoup d'entreprises qui évoluent dans le secteur informel de se formaliser, pour pouvoir élargir l'assiette fiscale. Donc, si l'assiette fiscale est élargie, cela permet d'avoir un grand nombre de contribuables, beaucoup d'entreprises qui paient des impôts, et ça peut marcher. Mais quand vous augmentez trop le taux d'imposition, ça veut dire que beaucoup de gens vont préférer plutôt aller dans le secteur informel, et peu qui vont s'inscrire dans le secteur, qui vont se formaliser, auront du mal à supporter toutes les charges. Donc, l'État a la possibilité de pratiquer une politique pour encourager la formalisation des entreprises et à faire en sorte que les citoyens puissent payer facilement des impôts. Parce que si c'est très contraignant, les gens vont fuir. Et donc, encourager les entreprises à payer des impôts à travers des mesures fiscales allégées, c'est une très bonne chose parce que c'est un investissement que l'État fait. Peut-être dans l'immédiat, on peut ne pas se ressentir cela, mais à moyen et long terme, c'est une très bonne chose pour l'État. L'État, croyant que l'État se rendant compte que beaucoup d'acteurs ne sont pas formalisés, l'État se dit, écoutez, je vais plus me baser sur ceux qui sont formalisés pour vraiment avoir le montant que je veux. Ce n'est pas la bonne politique. Il faudrait que l'État puisse améliorer cela et je pense que des efforts sont en train de faire. Il faudrait qu'il continue cela pour que dans les années à venir, les taux d'imposition soient réduits de manière remarquable. Alors, Pascal Abové, dernière question pour vous. Nous allons clôturer cette émission. Mais le Togo est rentré dans la 5e République en affichant beaucoup d'ambition pour le développement du pays. Qu'est-ce que vous pensez que le Togo doit faire en 30 secondes pour pouvoir clôturer cette émission, pour booster le secteur?
Oui, le changement de régime politique ne change pas de facto la condition de vie des citoyens. Donc, ce que le gouvernement doit faire, c'est de faire en sorte que la gestion des affaires publiques soit améliorée, faire en sorte que le potentiel humain soit valorisé, les potentialités économiques soient également valorisées pour créer de la richesse et créer plus d'emplois aux jeunes, faire en sorte que les ressources naturelles, les richesses du pays soient réparties de manière équitable, en faisant en sorte que chaque citoyen se sente mieux et essayer de lancer des projets pour pouvoir vraiment créer un environnement qui permet à chaque citoyen de se sentir heureux dans son pays. Pascal Aboué, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, je vous remercie également pour votre fidélité. Ça fait plaisir de vous savoir toujours devant vos écrans. Sur ce, j'implore la bénédiction du Tout-Puissant sur vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le peuple togolais. On se retrouve dans le prochain numéro. Vous avez suivi l'émission Écho du Togo avec l'École supérieure des affaires ESA. ESA, le label des diplômes de qualité.